Donc, on passe déjà à la deuxième présentation. Il s'agit cette fois-ci d'un certain étudiant au doctorat en informatique. Sans dire son nom, j'ai préparé une petite présentation pour lui. Donc, il y en a déjà à sa troisième présentation, BistroBrain. Pour ceux qui le savent, on a un titre honorifique de membre honorifique quand les gens en font une deuxième. Fait que, je sais pas quel titre que ça lui donne en ce moment, un méga honorifique, turbo honorifique, va savoir. On a même invité à notre podcast La tête à Papineau. Il est étudiant au doctorat en informatique, il est président du Rexus, une association étudiante qui est collaboratrice de toujours avec BistroBrain. Je peux vous dire que comme personne, il peut avoir l'air discret en surface, mais qui est doté d'un sens de l'humour et d'un fort altruisme. Ce soir, Antoine Théberge nous parle de réseau de neurones dans le cadre de la neuroimagerie. Donc, merci de l'accueillir très chaleureusement. Je peux-tu sortir le micro du pied? C'est correct, ouais. Je suis désolé pour ma voix aujourd'hui. J'ai un petit rhume, d'où le masque, donc j'espère que ça n'impactera pas trop la présentation. On va attendre que ça s'affiche. C'est un beau fond d'écran. Si j'essaie d'avancer ou tout ça, que ça fonctionne. Super, cool. Donc, merci Alexis pour l'introduction, c'est très gentil. Merci à Max pour la présentation avant. Merci à tout le monde d'être là. Je vais commencer par une question. Qui ici a entendu parler de ChatGPT? À main levée, bien. Qui ici l'a déjà utilisé? Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Vous pouvez voir ici que ChatGPT est un outil assez incroyable. Je m'en suis servi pour faire une débauche de script pour la présentation que je vous fais présentement. Vous en faites pas, je l'ai retravaillé, donc je ne me sers pas du tout du script qui est à l'écran. Qui ici a entendu parler de Midjourney? OK, quelques personnes, un petit peu moins. Midjourney, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de générer des images très, très belles, artistiques, de haute résolution, à partir d'une simple description textuelle. Donc ici, j'ai demandé de faire des illustrations pour une présentation scientifique dans un bar, comme je fais aujourd'hui. Le point commun entre ces deux outils, c'est qu'ils utilisent le réseau de neurones. Là, je vous dis le réseau de neurones. Un réseau de neurones, comme dans le cerveau, comme Max vient de parler, le terme réseau de neurones a mené à quelques titres un peu sensationnalistes à travers les années. Puis ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est de passer à travers la définition d'un réseau de neurones. On va en bâtir un ensemble, puis on va voir à quel point c'est proche ou pas du cerveau humain. Attention, il va y avoir un petit peu de maths dans la présentation, je suis vraiment désolé. Donc, qui ici a déjà vu cette équation? En principe, si vous avez fini votre secondaire, vous devriez l'avoir vue. Donc, c'est l'équation d'une droite. Puis, si on est judicieux, l'équation d'une droite, on peut s'en servir pour séparer deux classes de données. Donc, par exemple, ici, on a les ronds, on a les carrés. Puis, si on plug, entre guillemets, notre rond dans notre équation de la droite, on va obtenir une valeur qui est plus grande que 0 et notre carré, une valeur qui est plus petite que 0. Si je fais juste une petite reformulation de l'équation de la droite, puis on plug des valeurs dedans, c'est facile de se convaincre que ça fonctionne vraiment. Pour référence, la fonction signe donne plus 1 moins 1 si on est plus grand ou plus que 0. Mais reste quand même qu'on a encore notre équation de la droite. Jusqu'à là, pas de panique. Ça fonctionne en une dimension, donc nos points peuvent être gauche ou à droite, mais ça fonctionne aussi en deux dimensions. Donc, si nos points ont une deuxième composante, on a un deuxième paramètre, un deuxième W, mais reste quand même qu'on peut plugger nos points dans notre équation de la droite, puis on obtient une valeur qui va être plus petite ou plus grande que 0. Puis ça va nous donner la catégorie de notre point, donc si c'est un rond ou un cercle, un rond ou un carré. Ça fonctionne en deux dimensions, ça fonctionne en trois dimensions, puis évidemment, ça fonctionne en n'importe quelle dimension. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est toujours notre bonne vieille équation de la droite qu'on a vue au secondaire. Tout ce qu'on fait ici, en représentation vectorielle, c'est qu'on multiplie point à point nos trucs, on fait la somme, mais on a notre équation de la droite. Où je m'en vais avec ça? Par exemple, on peut se servir de notre équation de la droite pour catégoriser des images. Ici, on a un petit jeu de données qui s'appelle le CIFAR10 qui contient 60 000 images distribuées en 10 catégories.
Puis on peut avoir une droite qui va nous permettre de séparer toutes les images selon leur catégorie. Si notre image tombe devant notre droite, par exemple pour la catégorie avion, ben on va avoir une image d'un avion. On va savoir qu'on a une image d'un avion. Puis, de façon plus en équation, si on a une image d'un chiot tout cute et on la plug dans notre équation, par exemple celle qui correspond à l'avion, si elle est derrière, on a un avion. Si notre image est derrière la frontière, on sait qu'on n'a pas un avion, on a un chien. Puis si on met ça dans l'équation du chien, on a un chien. Mais les réseaux de neurones dans tout ça, je vous sens impatient, je vous sens un peu cranky, là, je parle des maths, puis c'est pas très le fun. En fait, notre réseau de neurones, on l'a presque. Ici, si je fais juste réorganiser des trucs, je change la fonction signe pour une fonction h arbitraire, c'est pas très grave. Puis je change la représentation visuelle. On a encore la même équation de la droite, celle qu'on a vue au secondaire, celle qu'on connaît bien, qu'on a internalisée. Ça fait 5 minutes que j'en parle. Notre équation de la droite, telle qu'elle est représentée comme ça, ben c'est en fait un réseau de neurones. Je peux sentir des sceptiques dans la salle, c'est correct. On va changer sa représentation. Donc, comme ça, si on la compare à un réseau de neurones, on peut se convaincre qu'on a effectivement un réseau de neurones. Le premier réseau de neurones, avec au singulier un réseau à un seul neurone, est en fait la somme pondérée de son entrée avec une fonction d'activation en sortie. Ce mécanisme-là est inspiré des neurones biologiques du cerveau où, comme Max l'a présenté plus tôt, les neurones vont transmettre leur activation à un neurone suivant à travers leur axone et leur synapse. Puis, si le neurone reçoit assez d'activation, il va par la suite retransmettre son activation. Le premier réseau de neurones, le perceptron, souvenez-vous de ce nom-là, a été inventé par un monsieur avec beaucoup d'attitude, Frank Rosenblatt. Le premier perceptron était fait mécaniquement avec des potentiomètres, puis en tout cas. Mais le terme réseau de neurones est né à la fin des années 50, puis depuis est resté, mais tout ce qu'on a, c'est une inspiration biologique sans plus. La force des réseaux de neurones vient de leur grosseur, je pourrais dire. Donc, plus ils ont de neurones, plus ils ont de paramètres, plus ils sont efficaces. Mais il faut toujours se souvenir qu'on a l'équation de la droite sans plus. Donc, à chaque fois que vous voyez dans un diagramme comme ça, un rond avec une flèche, on a l'équation de la droite, et c'est tout. Donc, si vous avez fini votre secondaire, vous devrez être capable de comprendre ça. Maintenant, les réseaux de neurones sont rendus immenses. Par exemple, si on prend ChatGPT, ChatGPT a environ 100 milliards de neurones, 175 milliards de paramètres, ce qui est même plus, en fait, que le cerveau humain, tel que présenté par Max plus tôt. Mais, par contre, il faut faire attention, on n'est pas en train de reconstruire un cerveau artificiel. On est loin de ça. Les réseaux de neurones sont fascinants, sont très efficaces, mais sont très, 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 très loin du cerveau humain. Donc, si vous voyez des titres comme ça passer sur votre fil Facebook, sur votre fil Twitter, il faut dire non. Donc, avec les quelques minutes qui me restent, j'aimerais parler de quelques applications des réseaux de neurones en neuroimagerie. Par exemple, on peut, sur une image qui sort de l'IRM, on peut entraîner un réseau de neurones à dire exactement pour chaque pixel de notre image quel tissu est dans l'image. Donc, est-ce que c'est de la matière blanche, est-ce que c'est de la matière grise, du liquide, mais ainsi de suite. Ça, c'est des informations qui sont très cool puis très pertinentes, entre autres pour faire, comme Max l'a présenté, de la tractographie, de la reconstruction de connectomes. On peut aussi entraîner un réseau de neurones à reconstruire le connectome humain. On lui donne un ensemble de connectomes avec les sujets associés, puis notre réseau de neurones va pouvoir reconstruire le connectome d'une personne arbitraire de façon plus plausible qu'un algorithme classique. Mais on peut aussi prendre un réseau de neurones puis lui laisser reconstruire des connectomes par lui-même, tout seul, par essai et erreur, puis éventuellement, il va reconstruire des connectomes qui sont très, très, très proches de l'anatomie humaine. Si vous voulez plus d'informations sur cette présentation, j'ai d'ailleurs présenté cette méthode dans un Bistro Brain précédent. Donc, je vous invite à aller sur la page YouTube du Bistro Brain pour en savoir plus. Puis, finalement, on peut aussi filtrer des connectomes grâce au réseau de neurones. Donc, si notre algorithme de tractographie a reconstruit des chemins qui n'existaient pas, ce qui arrive encore malheureusement,
notre réseau de neurones peut aussi filtrer les connexions qui n'existent pas dans le cerveau pour qu'on ait un connectome qui est très, très, très représentatif. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était parce que c'était très, 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 très clair qu'il n'y a pas de questions. Oui. Moi, j'ai une question. Oh. Salut Antoine. Là, quand tu avais présenté Midjourney au début, j'avais déjà vu Midjourney, mais ce que je trouve étonnant toujours, c'est the human likeness de l'image que Midjourney produit. Si on pense à des pathologies neuronales comme la schizophrénie ou la perception visuelle des personnes malades dans des images différentes, est-ce qu'il serait possible d'induire un artefact dans un cerveau, dans un réseau neuronal artificiel et voir si le résultat est similaire à ce qui est donné par une pathologie, de façon qu'on puisse trouver plus facilement c'est quoi la source de pathologie biologique? C'est une question qui est très intéressante, mais je pense que c'est un peu... De poser la question, c'est de tomber dans le piège que j'essayais de présenter dans la présentation. Donc, faut vraiment faire attention à distinguer le réseau de neurones biologiques qu'on a, par exemple, dans notre cerveau, dans notre corps, et le réseau de neurones artificiels qu'on implémente pour, par exemple, produire des images, comme dans le produit Midjourney. Je ne suis pas certain qu'il y a assez de parallèles à faire entre les deux pour qu'on puisse, par exemple, induire une lésion ou une tumeur dans Midjourney pour que ça ait un impact qui soit comparable à l'impact qu'on pourrait avoir dans notre cerveau. Donc, pour reprendre la question directement, je ne pense pas. Il y a certainement des choses qui peuvent être faites pour essayer d'induire des erreurs dans des modèles comme ça, mais est-ce que ça serait comparable à des pathologies neurologiques qu'on pourrait avoir dans le cerveau? Je ne pense pas. Donc, si je peux... Merci. Allô? Allô? Excellente présentation. Merci, c'est gentil. Donc, ma question pour moi, quand tu as mentionné, tu as parlé des réseaux de neurones au début, puis tu as dit qu'une des raisons pour lesquelles c'est aussi efficace, c'est parce qu'ils sont vraiment gros. Oui. Alors, il y a beaucoup de paramètres. Oui. Est-ce qu'on a une idée pourquoi les réseaux de neurones en particulier sont meilleurs que juste prendre une autre famille de fonctions avec le même nombre de paramètres puis essayer de modéliser ce qu'on veut avec, je sais pas, un polynôme avec le même nombre de paramètres que le réseau de neurones que tu veux utiliser? La raison, donc je suis pas vraiment rentré dans les détails de l'implémentation d'un réseau de neurones, de sa définition, mais un réseau de neurones, c'est une série comme je l'ai dit, c'est une série de projections linéaires séparées par des non-linéarités. Ça, ce que ça nous permet, c'est de représenter n'importe quelle fonction arbitraire, même les fonctions weird qui nous permettent de partir d'un chiffre ou une phrase qui vont nous donner une image, donc une image de présentation dans un bar. En principe, théoriquement, un réseau de neurones a une seule couche, donc avec une seule non-linéarité, une seule couche cachée, pourrait représenter n'importe quelle fonction arbitraire. Genre vraiment dans le monde. Mais en pratique, plus le réseau va être profond, plus il va y avoir de paramètres, plus il va être expressif. Je pense que l'application successive de non-linéarité fait que, donc l'application successive de couches fait que notre réseau est plus expressif, peut représenter des fonctions plus complexes, mais effectivement, c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait compris pourquoi ils sont aussi bons avec autant de paramètres versus une autre méthode. Ça, je pourrais confirmer. Ouais. Je vous remercie. C'est une boîte noire complète. Comment ça fonctionne. Merci pour ta présentation. Du coup, j'avais une question. Donc, comme tu le disais, tu avais une somme de droites pour prendre tes décisions. Donc, du coup, quand tu veux prendre des décisions, ça veut dire que tu as des paramètres. Donc, tu normes ce que tu veux savoir trouver. On est d'accord? Peux-tu répéter la question, excuse-moi? Donc, en fait, quand tu parles du coup que tu as toutes ces
ces sommes de droites. Oui. Donc, du coup, c'est une somme de paramètres que tu donnes à ton réseau. Exact. Donc, du coup, tu définis aussi ce que tu veux qu'il cherche, c'est-à-dire que tu normes ce qu'il est en train de chercher. Et ça, par contre, on n'est pas vraiment capable de se dire est-ce qu'un algorithme, que ce soit neurone ou pas, est capable de trouver lui-même ses paramètres et de définir sa norme? Oui, en fait, effectivement, j'ai omis le problème en fait en présentant les réseaux de neurones. C'est de trouver les W, de trouver les droites, trouver les paramètres du réseau de neurones. Effectivement, présentement, on utilise des algorithmes d'optimisation comme la descente de gradient pour trouver les paramètres des réseaux de neurones. C'est un algorithme qui est imparfait, mais qui fonctionne surprenamment bien, en fait, là, pour même à des milliards de paramètres. Donc, si j'ai bien compris la question, effectivement, le gros du problème, c'est de trouver la valeur de ces paramètres. On les a pas à la base, on les a pas magiquement. Puis on ne sait jamais si on a trouvé d'ailleurs les meilleurs paramètres ou pas. Ça aussi, c'est un problème ouvert. Il y avait leur valeur, mais aussi le fait de choisir que ce paramètre-là est pris en compte pour définir telle ou telle chose. Ah oui, OK. Aussi, enfin, les deux marchaient, donc c'était OK. Oui, donc c'est aussi un problème des réseaux de neurones. D'ailleurs, je suis en co-supervision avec Maxime Descoteaux et Pierre-Marc Jaudoin, un autre chercheur. Pierre-Marc Jaudoin pensait faire une présentation sur l'intelligence artificielle en clinique. Et le résumé de la présentation, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle en clinique. En gros, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle qui utilise les réseaux neuronaux, on nous donne aucune indication du pourquoi. Donc, les réseaux neuronaux vont pouvoir nous faire une prédiction, vont pouvoir nous prédire une image, une carte de segmentation, un connectome, mais ils ne pourront pas nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont produit ces connectomes, ces images, tout ça. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, les réseaux de neurones sont souvent appelés des boîtes fermées parce qu'on passe une entrée, donc un X, on passe des données, du bruit, tout ça. On obtient quelque chose en sortie, mais on n'a aucune idée de ce qui s'est passé entre les deux, malheureusement. OK, merci. Merci.